Bien, donc je vais vous faire état d'un certain nombre de faits découverts sur la ville au Moyen-Âge à Lyon. Ce sont des faits qui sont soit inédits pour certains d'entre eux, par exemple sur la cathédrale, soit des choses qui ont fait l'objet de publications dans des supports qui sont très difficiles d'accès ici à Lyon, par exemple dans des chapitres de livres étrangers ou des revues étrangères. Et donc l'idée, c'est de rendre compte en quelque sorte pour un public lyonnais de ces découvertes, qui apportent un certain nombre d'éclairages donc sur une ville qu'on n'a pas fini d'explorer en fait pour cette période-là. Je vais parler essentiellement d'espace de la ville, c'est-à-dire de transformation liées à des bâtiments ou au plan de la ville, sachant que depuis l'article que j'avais fait en 1994, oui, c'est ça, somme toute, relativement peu de gens ont travaillé sur ces questions et en fait, je pense qu'on n'a pas fini de découvrir des choses. Voilà. Donc, du point de vue de la méthode, ces découvertes ont été permises par plusieurs façons de se poser des questions. Tout d'abord, une cartographie systématique sur la base de la géométrie actuelle de la ville. Donc, on verra tout à l'heure, juste après, celle des nommées de 1493, en attendant celle de nommées plus anciennes. La cartographie de la visite, si intéressante et peu connue, de 1395, mais c'est aussi l'utilisation de sources sérielles, et puis l'interrogation des édifices. Et là, on en verra deux exemples, je crois, particulièrement révélateurs. Il n'y aura pas vraiment de continuité dans l'exposé que je vais faire, du point de vue de la thématique, puisqu'il s'agit de découvertes qui sont souvent indépendantes les unes des autres. L'idée, c'est de compléter le tableau préexistant. En revanche, je terminerai par une hypothèse de restitution du plan de la ville à son apogée médiéval, donc qui tient compte de tous ces éléments. Voilà. Je vais commencer par une figure qui, semble-t-il, n'avait pas été publiée à Lyon jusqu'ici. C'est apparemment l'image la plus ancienne de la ville subsistante. Donc, il se trouve dans un manuscrit de Mathieu Paris à la bibliothèque British Library à Londres. Et on voit très bien les deux ponts. Donc, c'est écrit en français. On voit très bien les deux ponts, la Saône et le Rhône. Une illustration de ce que peut donner la cartographie à partir des nommés, cette fois-ci c'est 1493, l'intérêt d'un travail comme celui-là, qui avait été tenté par Vermorel, voilà déjà bien longtemps, c'est en réutilisant la même source de façon peut-être un peu plus rigoureuse, au sens en utilisant une méthode peut-être un peu plus scientifique, ce qui ne retire absolument rien au mérite de ce qu'il avait fait, c'est que ça permet de caler un certain nombre de choses et de les associer aux éléments d'information sur ces choses. On a des éléments, par exemple, sur la maison de l'abbaye de Cluny, je vais en parler après, qui est parfaitement localisée, des éléments de fortification aussi qui apparaissent et qui, semble-t-il, n'étaient pas connus. Là aussi, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Voilà. Je vais commencer par la cathédrale. Alors, on a eu, il y a quelques années, la publication d'un très gros volume de synthèse sur la construction de la cathédrale telle qu'elle se présente aujourd'hui, avec notamment pour le Moyen-Âge le travail mené par Nicolas Revéron et ses étudiants, qui est un travail de très très grande qualité. Mais ce volume n'aborde pas la cathédrale avant sa reconstruction qui intervient à la fin du XIIe siècle. Or, nous avons un certain nombre de textes qui évoquent des éléments de construction, donc je les ai cartographiés ici, je vais les lister. Ils ne sont pas toujours très bien datés, mais ce qu'ils évoquent, c'est très clairement, à partir de l'an 1000, et surtout à la fin du XIe siècle et dans la première moitié du XIIe siècle, des campagnes de réparation, d'embellissement, voire d'agrandissement, peut-être pour le chœur, pour aboutir à un édifice qui, évidemment, présenterait beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Alors, pour lister ces travaux, vers 1100,
donc la construction d'une tour-clocher à l'église. À la fin du XIIe siècle, le toit de la nef est refait avec une réparation à l'un des murs principaux qui le portent. Entre 1085 et 1106, on place des vitraux et l'on refait le grand autel. Entre 1107 et 1118, on fait construire le chœur. Alors on sait si c'est un nouveau chœur agrandi ou le chœur reconstruit, en le décorant de pierres précieuses et polies. En général, on évoque du marbre en utilisant cette expression. On refait d'ailleurs une des pièces du palais épiscopal à l'étage avec des colonnes de marbre dites d'un ouvrage admirable. Et puis enfin, entre 1221 et 1227, on fait placer là aussi des vitraux, peut-être à ce cœur, en tout cas à la cathédrale. Et puis on peut ajouter le fait que, peu avant le milieu du XIIe siècle, on construit un portique, donc devant la cathédrale. Un portique, c'est un espace ouvert, probablement associé à une colonnade. Peut-être dans ce cas présent sur l'exemple de celui de l'église Saint-Clément à Rome, mais je ne vais pas développer, il y a des choses très intéressantes qui pourraient apparaître ici, par exemple avec une entremise de l'abbé de Saint-Denis, Suger, qui est passé par Lyon, qui est passé par Rome et qui a pu porter des idées comme celle-là, mais les Lyonnais allaient aussi régulièrement à Rome. Et donc, ce qu'on voit, c'est, avec là aussi un nouvel hôtel dans le courant du XIIe siècle, probablement en remplacement de celui qu'on avait fait relativement peu de temps auparavant, eh bien, c'est l'apport d'un ensemble d'éléments nouveaux à une cathédrale qui, pourtant, pour ce qui est de la nef et probablement des bas-côtés, était plus ancienne, et sur laquelle on n'a que les éléments tirés des fouilles menées il y a quelques décennies et qu'on connaît notamment par une forme d'abside sous la croisée du transept actuel. Alors, tout ceci avec quelques éléments archéologiques, on en a très peu, je viens d'en évoquer un, sous le chœur, sous la croisée du transept, pardon. Donc tout ceci peut être croisé à ces quelques données archéologiques et ça permet d'évoquer, d'esquisser ce que pouvait être le plan de la cathédrale auparavant. Donc le voici. Ce qui est à noter, c'est aussi ce qui est fait à partir de la fin du XIIe siècle et qui servira pour le chœur à la construction que nous connaissons aujourd'hui et pour la nef et la façade plutôt comme sous-bassement à ce qui sera construit par la suite. Donc on a des structures qui sont ici très certainement de la fin du XIIe siècle, je pense notamment aux structures basses de la façade ouest. En façade ouest, on a un élément très remarquable de part et d'autre du portail principal. Je pense que vous le voyez ici, ce sont ces bancs ici qui sont faits de cipolin, donc c'est un marbre veiné de verre. C'est un marbre qui ne peut pas être d'origine locale, qui doit venir, je crois, de Grèce ou d'Asie mineure, et donc qui provient très certainement d'un remploi d'un édifice antique. Peut-être du théâtre, pourquoi pas, peut-être des colonnes du théâtre. Il est très possible que dans le cas de ces assises mises en place à la fin du XIIe siècle, et retaillées aussi à la fin du XIIIe au début du XIVe pour commencer à ériger la façade actuelle, eh bien il s'agisse d'un double remploi de deux phases. Remploi à partir de colonnes provenant d'un édifice antique pour le portique, donc dans la première moitié du XIIe siècle, et ensuite réutilisation de ces fûts de colonnes retaillés pour servir de sous-bassement à la façade à la fin du XIIe siècle. Donc c'est une histoire assez complexe qui se décide, mais qui permet de mieux recaler aussi la logique de la construction du projet du XIIe siècle, qui laisse entendre que, évidemment, on a détruit le portique. On a aussi, très probablement, mais ça reste à vérifier, bien sûr, détruit les bas-côtés de façon à pouvoir commencer à ériger les sous-bassements des murs de la future église. Sachant qu'on a conservé la nef.
évidemment, pour les services. Et puis, on a commencé à agrandir en construisant le nouveau chœur. Je le répète, il est possible qu'on ait eu un chœur intermédiaire. Un peu comme à Saint-Paul, d'ailleurs, les parallèles avec Saint-Paul sont assez intéressants. Plusieurs éléments de comparaison montrent que le traitement de l'église Saint-Jean n'était pas sans parallèle. Donc, on a aussi des travaux importants à Sainte-Croix. On voit d'ailleurs ici, sur ce plan esquissé, que la façade de l'église antérieure à l'église actuelle se trouvait à peu près au même niveau que la façade de l'église Sainte-Croix, telle qu'on peut la reconstituer d'après des documents du XVIIIe siècle. Donc les portes de Sainte-Croix sont refaites aux alentours de 1150. Le chœur de Saint-Paul est refait dans le courant du XIIe siècle. Le chanoine Grépot en témoigne avant la réfection de son chœur, donc au XVIIIe. Et on y avait des éléments de décoration reprenant des marbres antiques, par exemple, qu'on a eu très certainement de façon équivalente à la cathédrale Saint-Jean avant la fin du XIIe siècle. Il y en a aussi un petit peu dans la reconstruction du chœur, probablement à partir de 1168. Donc, forte présence d'éléments antiques qui disparaîtront de l'église gothique telle qu'elle est construite à partir de l'extrême fin, cette fois-ci, du XIIe siècle. Et puis, peut-être des éléments aussi, comme la tour-clocher, qui ont pu servir d'exemple pour d'autres églises à Lyon, puisqu'on a une tour-clocher à l'église d'Aimais, qui existe toujours aujourd'hui. On a la partie basse de celle de Saint-Pierre, au palais Saint-Pierre, construite un petit peu plus tard que l'an 1000, pardon. Et puis on avait aussi une tour-clocher au prieuré de la Platière et peut-être d'autres dans la ville. Bien. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que la place telle qu'elle existe aujourd'hui, par devant l'église, est mentionnée en 1208 dans un texte qui évoque aussi les portes de l'église. Donc il y avait plusieurs portes à ce moment-là, ce qui laisse entendre que les soubassements que j'évoquais tout à l'heure, avec les deux grosses pierres de Cipolin, étaient en place à cette époque. Voilà, évidemment, on manque de données archéologiques complémentaires. Maintenant, deuxième élément que je voudrais évoquer, c'est la maison de l'abbaye de Cluny. Alors, ce qui m'a fait découvrir cette maison de l'abbaye de Cluny, c'est le fait que dans de nombreuses villes importantes, en particulier des archevêchés, étaient présentes des maisons de représentation des abbayes du diocèse, parfois de l'archevêché, et parfois aussi des représentations des évêques dépendant de l'archevêché. À Lyon, ça n'avait pas été décrit, mais donc les nommés de 1493 en mentionnent plusieurs, notamment celle de l'abbaye de Cluny, qu'on peut localiser avec une grande certitude ici, là où je pointe avec la flèche, c'est-à-dire actuellement dans un secteur qui est un petit peu au-dessus du débouché du chemin neuf sur la route Ramassin, dans un emplacement qui a été l'objet d'un effondrement de terrain en 1930, et donc s'il en subsiste des éléments, ce qui n'est pas exclu, puisque la maison se trouvait probablement en partie haute du terrain, c'est à l'emplacement d'une partie de ce qui a été dégagé à ce moment-là. Toujours est-il que cette maison se trouvait là, elle disparaît en 1579 après une vente, donc après la création du chemin neuf, et il est possible qu'une partie de ces structures ait été réutilisée dans le couvent des Chazeaux, qui est créé là un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le Moyen-Âge, pour cette maison de l'abbaye de Cluny? J'ai cherché des mentions dans les archives de Cluny, qui malheureusement sont assez dispersées, et je suis tombé sur un texte de 1209 qui en mentionne la reconstruction, ça veut dire qu'elle existait déjà auparavant, et en 1209 elle est reconstruite,
Et ce que nous dit ce texte est extrêmement intéressant, et je vais y venir. Donc, la question qui se pose ici, qui est soulevée par ce texte, c'est celle du marquage symbolique. Au Moyen-Âge, c'est une dimension majeure dans les villes, donc c'est presque un topos de l'histoire des villes au Moyen-Âge, par le simple constat de l'éminence de certains édifices, comme les châteaux, les lieux de culte, donc dans la silhouette urbaine, et l'occupation des lieux en vue comme les places. Donc ici, on est face à un jeu plus complexe que ce texte de 1209 permet de replacer, puisque cette maison a été localisée au nord-ouest de l'enceinte canoniale, en dehors, et en fait, elle dominait nettement l'ensemble cathédral. C'est ce qu'on voit sur l'image de droite, où je l'ai localisée sur un plan tiré, copiant en format réduit le plan scénographique de 1544 à peu près. Donc, elle dominait nettement l'ensemble cathédral, et dans une telle configuration, on peut se demander s'il ne s'agit pas de signifier une volonté d'ascendant par l'abbaye, qui était à la tête d'un réseau extrêmement puissant, qui était extraterritorial en quelque sorte dans l'archevêché de Lyon, puisqu'elle n'était pas soumise à l'autorité de l'archevêque, mais dans la mesure où elle représentait une très haute autorité ecclésiale et ecclésiastique, il y avait probablement un rapport de rivalité avec la cathédrale et son chapitre. Et dans le texte de 1209, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a édifié récemment une nouvelle fortification à la ville, c'est le tracé que je montre sur la figure de gauche, qu'à l'occasion de cette fortification, on a détruit la maison de l'abbaye de Cluny, et que, donc en 1209, on passe un accord autorisant la réédification de cette maison sous la réserve qu'elle soit placée, certes, à proximité du mur du clos canonial, mais qu'elle ne dépasse pas la hauteur des édifices qui s'y trouvent actuellement. Donc l'idée, c'est bien d'autoriser la reconstruction, mais sans effet de domination spatiale, de prééminence spatiale. Donc on est face à un conflit de prééminence ecclésiastique qui se traduit par un jeu d'édifices, les uns plus hauts que les autres. On peut se demander si la construction de la collégiale de Fourvière en 192 ne procède pas justement, après pourquoi pas la construction de l'abbaye, de la maison de l'abbaye de Cluny, d'une construction cette fois-ci plus haute encore pour la dominer à son tour. Voilà, c'est un jeu intéressant évidemment dans le paysage de la ville, et ça permet peut-être de mieux comprendre aussi l'objectif derrière la collégiale de Fourvière. Troisième fait que je voudrais évoquer, c'est cette maison que vous avez ici, qui existe place Messonnier, qui est une maison bien connue pour les Lyonnais, qui ne paie pas de mine quand on la voit comme ça. Elle n'est pas extrêmement remarquable par sa qualité architecturale. En revanche, quand on l'analyse, on voit apparaître des choses qui posent question, bien sûr. Donc, on va procéder rapidement à cette analyse. Le dernier étage, qui correspond aux petites fenêtres, c'est un étage qui a été ajouté en 1826. On a l'autorisation de construire, je l'ai trouvé en archive. Vous avez une verrière qui correspond à un atelier de photographe, placé, si je ne me trompe, en 1878, dans le comble. Il y en avait plusieurs dans le quartier. Donc, 1826 ajoute un étage. Le deuxième et le troisième étage sont extrêmement cohérents. Les fenêtres se superposent, et lorsqu'on regarde leur décor, on avait des croisées de pierre qui ont disparu. Ce sont des étages qui ont été construits aux alentours de 1500, peut-être un tout petit peu après, d'après les décors. Donc, beaucoup de constructions à cette époque dans Lyon, ça correspond à cette époque-là. Mais, si vous regardez la façon dont les fenêtres du deuxième étage se superposent à celles du premier étage, vous voyez qu'on a une discordance très très grande. Dans les constructions d'une seule phase aux alentours de 1500, les fenêtres se superposent. Ça laisse entendre ici qu'en 1500, on a rajouté 2 étages
à un corps de bâtiment préexistant, qui fait à peu près 30 mètres de long ou un peu plus. Donc, ce qu'on a ici, très probablement, c'est la surélévation d'un bâtiment du Moyen-Âge. Alors, on ne peut pas le dater, on n'a pas de données archéologiques, on sait simplement qu'au rez-de-chaussée, les murs en façade faisaient 1 mètre d'épaisseur, ce qui ne correspond pas du tout aux constructions des 15-16e siècles et postérieurs. Donc, des indices importants qui conduisent à une hypothèse très forte d'une construction du Moyen-Âge. 13e siècle, début du 14e siècle, on ne sait pas. On sait en revanche que, du point de vue des phases principales de construction, les baies du rez-de-chaussée correspondent à des reprises de la façade aux alentours de 1698, et puis au début du 19e siècle, et là aussi on a le texte. Alors, quelques éléments peut-être pour éclairer ce bâtiment du Moyen-Âge, si c'est bien le cas. Eh bien, les nommées, notamment celle de 1376, situent exactement en ce point de la ville une grosse maison appartenant à un nommé Crétin-Maclay, donc Chrétien-Maclay, et c'est l'une des plus grandes fortunes de la ville. Donc un très riche personnage qui pourrait correspondre à une propriété de cet emploi. On sait aussi qu'en 1697-98, on avait là, et c'est mentionné sur le plan scénographique, donc le poids de la ville. C'est-à-dire là où on vérifiait les mesures pour les transactions sur les marchés. À ce moment-là, on y pesait les soies aussi. Donc c'est aussi, mais je ne vais pas développer, l'origine de la condition des soies. Puisque la première condition des soies, en fait, est implantée dans l'immeuble dans lequel on déplace le poids de la ville en 1697-98, de l'autre côté de la place, et c'est là, explicitement, dans d'autres textes, qu'on mentionne la création de la première condition des soies, donc un petit peu après le milieu du XVIIIe siècle. Donc un immeuble qui a eu des fonctions significatives dans l'histoire de la ville. Autre fait, d'une nature très très différente, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui, avant qu'on trouve d'autres choses à dire, qui s'ajouteront, puisque la recherche avance et progresse en fonction des méthodes d'analyse, des questionnements et des sources qu'on trouve. Le texte de 1209 que j'évoquais tout à l'heure est un document évidemment très très précieux, parce qu'il mentionne cette enceinte supposée à mi-pente de Fourvière et sur laquelle jusqu'ici on n'avait pas de texte. Donc, les franchissements du Rhône avaient fait l'objet d'études au XIXe siècle. J'avais repris le dossier dans mon article en 1994, et donc on voyait que le point de franchissement du Rhône descendait vers le sud à partir d'emplacements aux alentours du lycée Ampère actuel jusqu'au pont de la Guillotière, qui est un point de stabilisation qui ne bougera plus ensuite pendant des siècles de ce point de franchissement. Donc stabilisation qui intervient dans la première moitié du XIIIe siècle. Alors, à cette analyse sur le centre-ville ne correspondait rien sur la rive gauche. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'analyse sur d'éventuels tracés correspondant en rive gauche du Rhône. Alors, j'ai repris ce dossier il y a quelques années, et voici la cartographie à partir du cadastre de 1824 en rive gauche du Rhône, 1830-32 pour Lyon. Donc, des tracés attribuables à des méandres du fleuve, donc visibles dans le parcellaire, donc forcément d'apparition relativement récente. Ce qu'on voit bien, c'est que jusqu'il n'y a pas si longtemps, et le méandre qu'on a ici était actif dans le courant du XVIIe siècle, donc jusqu'à une période assez récente, le Rhône balayait de façon assez significative la rive gauche du Rhône. Vous voyez ici, on est à peu près à 2 km de la rive droite. Donc, ça veut dire que s'il y a des tracés d'accès à des points de franchissement, ils sont au-delà de ces tracés de méandre. Et lorsqu'on analyse les tracés au-delà de ces méandres, voilà ce que ça donne. Donc, un certain nombre de tracés qui desservent aussi des champs, donc dans la direction de Villeurbanne,
un certain nombre de tracés qui convergent sur un point qui correspond à quelque chose qui est à proximité de la rue de l'Université aujourd'hui. Et là, on sait qu'on avait un point de traversée du Rhône qui a été évoqué par divers auteurs, qui correspond très certainement, en rive droite, à la rue Sainte-Hélène. Et c'est d'ailleurs là qu'on va construire la tour Bechevelin vers 1192-93, tour qu'on peut localiser maintenant à quelques mètres près. Malheureusement, on a encore une imprécision, mais à l'emplacement du mausolée de la famille romaine des Acceptini, qui était un mausolée extrêmement impressionnant, et on y a trouvé les vestiges d'un des plus beaux sarcophages antiques de la région. Donc c'était une famille d'un très haut niveau social, un mausolée probablement très impressionnant, qui a pu être réutilisé comme structure pour la tour de Bechevelin, qui contrôlait le point de traversée du Rhône avant la construction du pont. Et donc en bleu, les tracés qui ont été mis en place pour accéder au pont, construit dans une première phase aux alentours de 1185 et reconstruit peut-être dans les années 1220. En tout cas présent en 1250 à peu près, tel qu'on l'a vu sur l'image tout à l'heure de Mathieu Paré. Donc des tracés qui sont, on le voit, beaucoup plus bricolés en quelque sorte que les tracés plus anciens, qui forment des structures extrêmement cohérentes. Donc ça implique que la rue de la Guillotière, en tout cas dans sa section la plus proche du Rhône, est une création assez récente, probablement du XIIIe siècle. D'ailleurs, la première église paroissiale de la Guillotière se trouve à côté de la tour de Bechevelin, et non pas au débouché du pont, qui d'ailleurs, quand la paroisse a été créée, n'existait plus. Voilà. À ces tracés, on peut faire correspondre aussi en rive droite, donc je disais tout à l'heure, des rues, des lieux de culte, qui sont en quelque sorte des bornages, des points d'accès à la ville, de même que des fortifications, la tour de Bechevelin ici, la petite motte ici, quelques autres éléments. On voit combien la question de la traversée de la presqu'île pour déboucher sur des points de franchissement du Rhône, sachant que le Rhône était relativement mouvant pendant longtemps, il faut attendre les premières digues du XVIIe siècle pour avoir un début d'endiquement sérieux, donc ça se passe dans les années 1660, c'est tout de même assez tardif. Donc combien ces questions ont déterminé l'emplacement de tracés de voies importantes sur la presqu'île. Voici ici le dessin de la tour de Bechevelin, tel qu'on a sur la partie du plan scénographique qui a disparu aujourd'hui. Alors, des choses plus ténues peut-être, qui nécessitent encore un certain nombre de recherches. Je vais en évoquer surtout deux, peut-être trois. La première, c'est peut-être la recherche la plus avancée. Ça correspond à cette carte et à cette petite image en bas à gauche. C'est la question des bancs, ce qu'on appelle les bancs dans les textes médiévaux. Ça s'écrit B-A-N-C-H-A, banca ou bancha. C'est de là que vient le mot banc, de toute façon. Ces bancs, c'était des structures en pierre ou en bois, on voit dans l'image bas à gauche, qui se trouvaient dans l'espace de la rue, éventuellement des auvents par-dessus les protections, et des structures qui permettaient de présenter les objets, les biens à vendre. Ça peut être des draps, ça peut être des chaussures, ça peut être tout ce qu'on veut. Et puis, qui permettaient aussi, dans certains cas, de les élaborer. Je pense que ça servait aussi pour un certain nombre d'artisanat, en quelque sorte. Et en 1695, à l'occasion d'une série d'événements assez curieux qui, eux, méritent d'être réanalysés ou analysés, on a, pour vous dire, entre 1392 et 1394, un moment pendant lequel la ville redevient indépendante par rapport au royaume de France. Le chapitre obtient du Parlement de Paris une décision de justice révoquant les accords, dont le dernier de 1320, correspondant au rattachement de Lyon au royaume de France. Alors le roi agit pour faire révoquer cette décision et avoir une décision de rattachement définitif,
mais pendant 2 ans, comme il le veut dans la ville, et il semble qu'il ait agi sans la rigueur du consulat du point de vue de l'aménagement urbain. Donc en 1695, on a une première visite de la ville qui vise à contrôler ce qui s'est passé pendant ces 2 années-là, notamment des bancs qui ont été, semble-t-il, mal construits, avec des alignements mal donnés, des dispositions mal données. Et très vite, cette visite qui concerne quelques dizaines de bancs va concerner toute la partie centrale de la ville. Donc vous avez la cartographie ici. Donc plus le trait bleu est épais, plus on donne des détails sur la disposition des bancs, mais aussi des escaliers qui mènent dans les maisons, escaliers qui donnaient dans le domaine public, parfois des enseignes. À un moment donné, on demande la démolition d'un cheval de bois, pratiquement d'échelle naturelle, qui servait d'enseigne. Et puis en violet, les espaces étudiés avec un grand soin, et là on trace des alignements, des angles droits, on donne des points de repère et ce genre de choses. Et là, ça concerne, pour ce qui est des bancs, à peu près 440, c'est un minimum, bancs, unités bancs. C'est beaucoup, évidemment. Donc ça veut dire que dans les zones commerciales du centre de la ville, on avait des bancs presque en continu sur les 2 côtés des rues, et que donc l'espace de parcours utilisable pour le trafic dans les rues était un espace d'autant confiné, en quelque sorte, réduit. Peut-être à un moment où des modes de transport commencent à se développer, peut-être plus de gens à cheval, et ainsi de suite. Il faudrait travailler la question. Toujours est-il que, si on prend les nommées plus tardives, déjà celle de 1446, celle de 1493, on a presque plus de bancs dans la ville. Quelques dizaines au maximum pour les bouchers, un petit peu pour les drapiers. Si on prend les nommés du début du XVIe siècle, très riches aussi, on ne mentionne pratiquement plus de bancs. En revanche, on mentionne systématiquement, ce qu'on ne fera plus par la suite, les boutiques des maisons, le nombre d'arcs de boutiques. Alors, que s'est-il passé entre les deux? Eh bien, très certainement la suppression des bancs à la suite d'actions publiques et un encouragement donc à déplacer les espaces commerciaux et de production à l'intérieur des maisons, au rez-de-chaussée. Donc c'est probablement là que se multiplient les arcades de boutique. On en avait un petit peu en 1395, on les appelle des ouvreurs, et donc ces arcades se multiplient et on en voit de plus en plus, donc d'une part dans les maisons nouvelles construites dans le courant du XVe siècle et au début du XVIe siècle, et ensuite dans le réaménagement de maisons où on va modifier les rez-de-chaussée pour y mettre des arcades. Voilà, c'est, vous le voyez, un événement important dans la transformation du paysage de la ville. Un fait, cette fois-ci, qui reste, j'en ai 2, pardon, qui reste à travailler pleinement, je les présente un peu comme des pierres d'attente, mais non sans intérêt, et je ne sais pas si moi-même j'aurai le temps de travailler dessus. Donc c'est pour ça que je les mentionne. Ce sont des faits qui sont pour les villes du Moyen-Âge et pour Lyon. Des faits, je pense, intéressants. Le premier, c'est, vous l'avez ici sur cette figure, la localisation à partir de la carte de reconstitution tirée des nommés de 1493. Donc, vous avez 3 emprises religieuses, les Célestins, les Jacobins, l'hôpital des Antonins, et puis, tel que je l'ai indiqué ici, des séries de maisons, il y en a 11 ici, 11 ici aussi, c'est l'actuelle rue du Port du Temple, un nombre peut-être équivalent, on a surtout des jardins là, de l'autre côté de cette même rue, et ces maisons sont décrites comme en très mauvais état, habitées par des personnes pauvres et dépendant de l'hôpital des Antonins. Qu'est-ce qui se passe? L'hôpital des Antonins gérait donc au minimum une trentaine de maisons à destination de pauvres de la ville. C'est de l'habitat social avant la lettre. Alors, ça n'avait jamais été décrit pour Lyon, ça n'a été décrit à ma connaissance que pour de très rares villes en France. Quand j'avais travaillé sur Rouen, j'en avais découvert 120 à peu près, mais Rouen était une ville beaucoup plus importante que Lyon.
Donc, on en avait en Italie, on en avait en Angleterre. C'est une façon de s'occuper des pauvres qui était probablement beaucoup plus répandue que l'état de la recherche ne le montre, et ça existait à Lyon. Donc il serait intéressant de voir quand ça apparaît. La rue du Port du Temple apparaît probablement dans les années 1230-40, puisqu'on a des textes qui parlent de lotissement dans cet endroit-là. Est-ce qu'il s'agit tout de suite de logements pour les pauvres? Là, on ne le sait pas. Toujours est-il que dans les textes du XVIe siècle, ces maisons de pauvres n'existent plus. En fait, ces terrains ont été revendus par les Antonins. On a même des relotissements qui apparaissent dans la première moitié du XVIe siècle sur leur site, notamment pour cet îlot ici qui donnait sur la Saône à l'ouest. C'est un des sites de projet en 1548 de l'architecte italien Serlio lorsqu'il est de passage à Lyon. Autre pierre d'attente en quelque sorte, c'est ici ce que j'ai indiqué sur cette cartographie de la partie nord de la ville. Donc vous voyez l'enceinte des terreaux, les fossés des terreaux qui plus tard se trouvent ici, les couvents des Augustins de la Déserte et des Carmes ont créé un petit peu avant 1300, juste après. Ici, un dédoublement très certainement de la fortification à un moment qui n'est pas connu, un très probable mur de fortification de la fin du XIIe siècle ici, et puis une extension postérieure. On a deux noms de portes, malheureusement en 1493 le nom est mal lisible, c'est porte de la Carrelle ou de la Carrette, ici, avec porte Saint-Vincent plus au nord. Bon, toujours est-il que ici, le terrain est nommé Defeur, et qu'ici, les terrains sont nommés Defeur aussi, avec ce qui ressemble sur le plan scénographique à une maison forte, et ici, c'était aussi une maison forte, puisque c'est Château-Gaillard, qui disparaît au XVIIe siècle. Donc sur un rocher qui sera réduit au début du XIXe siècle. Donc là, on a des emprises foncières qualifiées de feurs qui bordent les fortifications de la ville. Si on regarde plus au sud, on sait que le terrain des Jacobins appartenait à une famille de feurs au moment de la création du couvent. À cet endroit-là, vers 1240, son déplacement à cet endroit-là, vers 1240, ainsi que d'autres terrains dans le secteur. Or, on a un partage de la ville qui intervient en 1173, à l'occasion d'une paix entre le comte de Forêt, Defeur, et puis le chapitre et l'archevêque, seigneur de la ville, et c'est un partage qui a aussi été un partage foncier. Alors, ça veut dire échange très probablement de terrain pour rendre la population plus claire dans l'espace de la ville. Et ce qu'on voit ici au nord de la ville, c'est peut-être, c'est là où il faut encore travailler sur la chose, un des effets de cette répartition entre le comte de Forêt et le chapitre et l'archevêque, donc du foncier dans la ville. C'est intéressant, parce que jusqu'ici, on n'avait pas de texte détaillant le partage et cette répartition, et là, on commence à en voir les effets dans l'espace de la ville. Alors, ce qu'on voit aussi sur cette carte, c'est en hachure, notamment pour tout ce secteur-là, des fossés des terreaux, et ici, disons, de la rue Romarin et de la montée, comment s'appelle-t-elle? Bon, peu importe, c'est l'emplacement de l'hôtel de ville aussi actuel. C'est un secteur qui a été très perturbé à l'occasion de la fin du Moyen-Âge, puisqu'on a un mouvement d'effacement partiel des quartiers périphériques à la fin du Moyen-Âge, qui reste à être étudié de façon systématique. J'ai commencé à le faire, mais le travail n'est pas terminé. Mais ici, par exemple, de même que pour le Clos Saint-Pierre, on sait qu'on avait beaucoup plus de maisons que celles qui sont mentionnées dans le courant du XVe siècle. Le Clos Saint-Pierre est probablement un lotissement important qui allait de la limite de l'abbaye jusqu'à la rue Sainte-Catherine actuelle, qui en était la limite nord. Le nord de la place des terreaux correspond à la limite nord d'une des rues de ce lotissement du Clos Saint-Pierre, très certainement. La place elle-même a l'emplacement de maisons, détruite en partie à l'occasion de la construction du mur en 1269, le fossé ayant été élargi aux alentours de 1475, et donc avec
la suppression des dernières maisons qui se trouvaient là. Voilà, les lotissements sont encore à étudier pour certains d'entre eux sur la ville. Donc, les textes ne sont pas très explicites, mais lorsqu'on les passe en revue de façon très systématique, on peut reconstituer un paysage. Voilà, je termine avec cette image qui est le plan reconstitué de la ville aux alentours de 1300 à partir de tous ces éléments et d'éléments publiés antérieurement. Et donc, on voit petit à petit, même s'il reste beaucoup d'incertitudes, ce qu'était la ville à ce moment-là se préciser, de même que certains faits importants dans la transformation de son espace et la formation de son espace, notamment l'importance des tracés d'accès entre les traversées de la Saône et du Rhône. Voilà, je vous remercie. Les bancs étaient adossés à des boutiques derrière. Est-ce qu'il y avait un arrière du banc avant la création des boutiques sans banc? Est-ce qu'il y avait des boutiques avec banc? Alors, on n'a aucune mention de boutique quand on mentionne les bancs. En revanche, dans la même visite, on mentionne explicitement des ouvreurs, et dans ce cas-là, il n'y a pas de banc. Donc je pense qu'on est face à deux dispositifs distincts. Et lorsqu'on supprime les bancs, évidemment, ça incite au développement des boutiques. Alors, a-t-on eu à un moment donné des dispositifs intermédiaires, c'est-à-dire des boutiques avec des bancs? C'est possible. Simplement, dans le cas de Lyon, je n'en ai pas d'indice. Mais c'est très possible, parce que dans d'autres villes, on en a qui subsistent sous cette forme-là. Par exemple, je suis passé l'autre jour à Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie, eh bien, on a une très belle boutique du XVIIe siècle avec un banc par devant. Et donc là, ça marche. En revanche, dans d'autres cas, en Italie, à Pistoia par exemple, on a des bancs dans l'ancien marché de la ville et on n'a pas de boutique. C'est-à-dire que ce qu'on avait derrière les bancs, c'était un espace souvent couvert d'un auvent et qui a tendance à devenir, à passer par une phase de baraque en quelque sorte, et puis petit à petit ça devient une construction en dur. Alors dans le cas de Pistoia, on est resté à un stade intermédiaire et on voit très très bien les bancs, ces espaces de vente qui sont hérités du Moyen-Âge. Alors, on avait probablement le mur de la maison, un espace et les bancs par devant. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'arrière de Saint-Lizier, les fleuristes là, c'est des sortes de bancs, non? Ce sont plutôt des boutiques. C'est des boutiques. Ce sont des boutiques, oui. Et deuxième question, on peut revenir aux divagations du Rhône. Ouais, là. C'est là. Le cours tout à droite de l'image, je ne vois pas sa logique. Ici comment on ne voit pas trop votre flèche, on ne la voit pas. Comment est-ce qu'il était alimenté là? Alors, en fait, je n'ai souligné que les tracés qui sont très visibles sur le parcellaire. Ah. Donc, il est certain qu'ici, on a eu des effacements postérieurs qui ont effacé, en fait, tout simplement le débouché de ces méandres sur un cours dont on ne sait pas exactement où il se plaçait à ce moment-là. Ça ressemble un peu au cours de la Rise, non? Tout à fait. Alors, la Rise se trouve ici. La Rise suit l'emplacement de tracés de méandres tronqués, recoupés, mais d'une période beaucoup plus ancienne. Des méandres qui ont déterminé la Balme ici, sachant que la Rise ici coupe quelque chose comme ça. Il passe à peu près ici. J'ai aussi une question là-dessus. Ça, c'est des choses, cet état des choses-là date du début du 19e, en fait. Oui. Alors, quand Morand a voulu construire le quartier des Bretons, il a voulu protéger ce qu'il allait construire et qu'il n'a pas construit des crues du Rhône. Oui. Autrement que par la digue du Grand Camp qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ce qu'il proposait, c'était de faire un canal qui partait vers, j'ai envie de dire vers le parc de la Tête d'Or, là à peu près, et qui faisait un grand arc pour arriver vers la Guillotière, je ne sais plus exactement, j'ai lu ça. Et là, quand je vois le bras qui contourne ce qui est à peu près les Brotteaux actuellement, ça donne envie de penser qu'il aurait pu tenter de réemployer
un tracé existant et naturel, ce qui est peut-être plus simple que de faire un canal à partir de rien. Parce que ça, le truc qu'on voit dans le bouquin sur Morand, qui a été fait par quelqu'un de l'Académie, là, c'est le plan de Morand, c'était de faire un grand cercle centré quelque part vers le milieu de la presqu'île, là, vers les terreaux, ou je ne sais plus où, et d'inclure toute la ville là-dedans, et bon, à peu de choses près, c'est à peu près ce qu'on aurait envie de faire. Son canal serait passé à peu près ici, je crois, si je me souviens bien. Alors, cette question d'une alternative, en quelque sorte, au cours principal du Rhône, tel qu'on le connaît historiquement et depuis longtemps, c'est une question qui s'est posée depuis longtemps. Parce que, par exemple, au moment de la grande inondation qui a fait des dégâts très très considérables aux alentours de 1570, qui est décrite par Paradin, on nous dit qu'on a peur que le Rhône quitte son lit pour aller s'établir derrière la guillotine. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit réapparaître dans d'autres textes plus tard. C'est-à-dire que le Rhône se déplace, très franchement. En fait, il y a eu des moments où il s'est très franchement déplacé. Ici, par exemple, ce cours-là, qui est très actif au XVIIe, ce passage ici, si on a construit des digues ici, alors ce n'est pas une digue continue, hein, c'est des digues empêchant en période de crue, en partie, le Rhône de trop déborder, en quelque sorte, et donc le rabattant vers la ville. Donc, si on a construit ces digues, c'est pour inciter le Rhône à rester là où il était. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs au passage, ce n'est pas l'argument ici, mais c'est le fait que ce qui compte à ce moment-là, ce n'est pas d'éviter les inondations, c'est de conserver l'usage du Rhône pour les moulins et pour la dilution des effluents de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, pour des questions sanitaires, on le dit très clairement. Mais c'est vrai qu'on a un projet de canal dans la logique de celui proposé par Morand, encore dans un 19e siècle avancé. Peut-être même encore au début du XXe siècle. Puisqu'on le voit apparaître dans un certain nombre de réflexions sur les égouts de la ville. Question ? Eh bien, merci bien.